question qui est virtuelle, enfin virtuelle, et par vidéo. Docteur André Villeneuve, la préservation de la fertilité, avoir en prise en charge d'un cancer hormonodépendant. J'espère qu'il est avec nous. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Ah, super, parfait. Alors, je vais essayer de vous partager mon écran. André, il y a pas de- Euh, alors, tac. Est-ce que là, vous voyez mon écran? Impec. Super. Du coup, je suis le docteur Villeneuve. Euh, je suis assistante dans le service du CPMA du professeur Courbière à Marseille et je vais vous faire un petit topo sur préservation de fertilité et cancer du sein. Et bien sûr, vous n'hésitez pas à m'interrompre si il y a la moindre chose à dire. Donc, après une brève introduction, je vous parlerai des différentes techniques de préservation de la fertilité. Ensuite, je vous parlerai de la sécurité des traitements et plus particulièrement de la vitrification ovocytaire, du taux de grossesse spontanée. Et ensuite, on fera une conclusion assez rapide et je vous parlerai notamment du réseau OncoPACA Corse. Alors, rapidement quelques chiffres. Le cancer du sein, c'est le premier cancer chez la femme et le premier cancer en termes d'incidence chez la femme jeune. Donc, en fait, il représente 30% des cancers chez la femme entre 15 et 40 ans et 5 à 7% des femmes de moins de 40 ans auront un cancer du sein. Le cancer du sein chez la femme jeune, il a une histopathologie qui est plus agressive, avec notamment plus de triple négatif, plus d'emboles vasculaires et un fort taux d'envahissement ganglionnaire. La mortalité, elle a été diminuée devant les progrès diagnostiques et thérapeutiques avec un excellent taux de survie, donc 90%, mais le pronostic il reste quand même défavorable avec un nombre de récurrences et de décès plus élevé. Les patientes, elles risquent une diminution de la fertilité après le cancer. D'une part, parce que les chimiothérapies, elles peuvent être toxiques sur les gonades, et d'autre part, parce que le projet de grossesse, il va être différé d'au moins 2 ans. Donc là, je vous ai mis un petit tableau qui récapitule la toxicité des protocoles. C'est un tableau de Lechery qui a été publié en 2020 et on peut voir que le conseil en oncofertilité, il est très important parce que la toxicité des protocoles, elle dépend de la dose, de l'âge, de la réserve ovarienne et aussi du protocole qu'on utilise. La présence d'une aménorrhée et le taux d'AMH, ils ne sont pas forcément corrélés. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut discuter avec la patiente avant pour lui expliquer que notamment, ce n'est pas parce qu'il y a une aménorrhée que la patiente elle est stérile, ce n'est pas parce qu'il y a une aménorrhée à un instant T qu'il y en aura une après, et ce n'est pas parce qu'il y a une aménorrhée qu'il y aura forcément une IOP par la suite. Donc en fait, il y a seulement 2 à 8% des patientes qui vont avoir des IOP vraies et pour lesquelles, du coup, il y aura plus de difficultés de grossesse. Du coup, c'est beaucoup plus difficile de prédire la fertilité après le traitement du cancer du sein parce qu'il y a différents facteurs qui s'entrecoupent, donc notamment l'âge au diagnostic, le niveau d'AMH et le type et la dose de traitement. Avant le traitement, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas terminé leur projet parental et 50% des femmes pensent vouloir concevoir au moment du diagnostic. Selon l'étude féerique qui a été pratiquée en France, l'information sur la chimiothérapie et la fertilité, donc la consultation d'oncofertilité, elle aurait été proposée que dans 45,6% des cas, alors que dans les recommandations, c'est censé être proposé à tout le monde. Ce conseil, il est d'autant plus important qu'on peut voir une augmentation des chances de grossesse si une technique de préservation de fertilité a été réalisée. Bon, dans ce tableau, on peut voir aussi qu'il y a une diminution de la mortalité quand on a proposé une préservation de fertilité, mais là, il y a évidemment un biais de sélection des mères en bonne santé. Ensuite, très rapidement, les différentes techniques de préservation de fertilité. Donc, globalement, il y en a 4. Il y a la vitrification des ovocytes matures ou bien la congélation embryonnaire, la cryoconservation de tissu ovarien ou la CTO, et ensuite la MIV. Je vous ai quand même fait une petite diapo sur la place des agonistes de la GnRH. Je ne l'ai pas mentionné dans la précédente diapo.
mais on va quand même en dire un petit mot rapide. Les agonistes de la GnRH pour traiter et préserver la fertilité, ça a souvent été débattu. Finalement, l'Echereux, il rend des recos quand même assez clairs. Donc, on peut voir là que les agonistes de la GnRH, ils ne peuvent pas être recommandés en tant que méthode de préservation de la fertilité. Il n'existe pas de données pour recommander l'utilisation des agonistes de la GnRH, ni pour préserver la réserve ovarienne des effets de la chimiothérapie, ni pour améliorer les chances de grossesse spontanée. Donc, les agonistes de la GnRH, ils gardent une place pour certains cancers, notamment les cancers hémato, pour lesquels on veut que la patiente soit en aménorrhée parce qu'on ne veut pas qu'elle ait des saignements surajoutés, donc on ne veut pas qu'elle ait de règles, ou bien si par exemple la patiente elle est contre-indiquée au tamoxifène et dans l'hormonothérapie, on doit mettre des anti-aromatases associés aux agonistes de la GnRH. Mais ça, du coup, c'est des cas particuliers. Ensuite, la cryoconservation d'ovocytes ou d'embryons après une stimulation, ça c'est la technique de référence. Donc c'est une technique qu'on doit présenter en première intention aux patientes qui sont déjà réglées et qui vont avoir une chimiothérapie de toxicité modérée à moyenne. Donc ça, en gros, c'est le cas pour la chimiothérapie du cancer du sein. Il faut le proposer à toutes les patientes avant 38 ans et ensuite entre 38 et 40, c'est au cas par cas. Une patiente qui a déjà une réserve très faible à 39 ans, bon, on ne va pas forcément lui proposer de préserver. Il y a quand même plusieurs questions qui restent en suspens. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une situation urgente? Parce que la stimulation, ça peut prendre un certain temps. Comment on évite le risque d'hyperstimulation ovarienne, donc d'HSO? Qu'est-ce qu'il en est du taux d'estradiol circulant? Parce que le fait de mettre en place une stimulation, ça va forcément augmenter le taux d'estradiol. Et du coup, dans ces cancers du sein qui sont hormonodépendants, ça peut poser un problème. Donc, c'est là où la place du létrozole ou du tamoxifène peut être discutée. Est-ce qu'on peut faire une stimulation tumeur en place, donc en situation néoadjuvante, et quels sont les risques sur la survie à long terme? Donc tout ça, je vous en parlerai plus tard sur la sécurité des traitements, vu que c'est ça le traitement de première intention. On y reviendra tout à l'heure. Ensuite, au niveau des autres traitements de la fertilité, on peut avoir la MIV. Donc la MIV, c'est une cryoconservation d'ovocytes sans stimulation. Ça se fait à n'importe quel moment du cycle, donc c'est possible dans l'urgence. Il n'y a pas de stimulation, donc on dit qu'il y a moins de risques aux patientes parce que du coup, il n'y a pas les risques de la stimulation, il n'y a pas les risques de torsion avec un ovaire qui serait très gros, etc. Et il n'y a pas les risques d'hyperstimulation, bien évidemment. C'est aussi possible de faire une CTO dans le même temps opératoire, alors que ce n'est pas possible quand on a déjà stimulé des ovaires, parce que les ovaires stimulés, on ne peut pas les cryoconserver. Et ensuite, pour ces patientes, il faut absolument avoir une bonne réserve ovarienne. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce tableau d'une étude sortie en 2018, le taux d'ovocytes qu'on va pouvoir congeler, il dépend très largement du taux d'AMH et du CFA, donc le compte des follicules en trop. Et ça, c'est une information qu'il faut absolument donner aux patientes parce que nous, on dit aux patientes qu'il faut avoir au moins 10 à 15 ovocytes matures pour avoir une vraie chance de grossesse. Et là, on peut voir que pour avoir au moins 10 ovocytes matures, il nous faut une AMH à 3,7. Et c'est quand même assez haut. Toutes les patientes n'ont pas une AMH à 3,7. Donc, ça fait que les indications pour la MIV, elles sont assez difficiles au final. Et en plus de ça, la MIV, tous les centres ne le pratiquent pas. Et c'est quasi que Paris qui fait ce genre, ce genre de ponction. Donc, si on a une patiente à qui on veut faire pratiquer de la MIV, il faudra dans tous les cas l'envoyer à Paris. La cryoconservation de tissu ovarien, la CTO, ça pourrait être une bonne idée. C'est notamment un traitement de première intention dans certains cancers hémato. Le problème de la cryoconservation de tissu ovarien, c'est qu'on va avoir un taux d'IOP qui est plus important après la CTO, parce que du coup, on va prendre un ovaire qu'on va congeler. Et en fait, le risque, c'est que 5, 10, 15 ans après, la patiente, elle soit en IOP. Alors que la chimiothérapie du cancer du sein, elle est peu gonadotoxique et donc il y a peu d'IOP après cancer du sein. Comme je vous avais montré tout à l'heure sur le graphe, c'était 2 à 8% d'IOP. Donc ça, c'est prendre un risque qui est trop important pour les patientes parce qu'en fait, l'IOP à 35 ans, ça pose des problèmes sur les os, sur les vaisseaux et pas que sur le fait d'avoir ou pas une grossesse. Par ailleurs, les chances de grossesse spontanée chez les patientes atteintes d'un cancer du sein, elles sont très importantes, comme je vais vous redétailler tout à l'heure. Ça fait que la CTO, ce n'est pas une bonne indication chez les patientes qui ont un cancer du sein.
Alors, la sécurité des traitements. Donc là, on se concentre sur la vitrification ovocytaire. On peut tout à fait prendre en charge de façon urgente les patientes. Ça s'appelle le random start. Donc, on n'a pas du tout besoin d'attendre le premier jour des règles pour commencer une stimulation. En fait, on peut commencer la stimulation à n'importe quel moment du cycle en mettant l'AFSH et les antagonistes en même temps. Et en fait, les résultats, ils sont identiques en taux d'ovocytes fonctionnés, en taux de maturité et en taux de fécondation. Et ça n'a pas d'impact sur les chances de grossesse. Comment éviter le risque d'HSO? Il y a cette étude qui est sortie en 2021, c'est une méta-analyse sur 28 études qui montrait qu'il n'y avait aucune HSO sévère qui avait été répertoriée après un déclenchement au décapeptide. Donc la plupart du temps, quand on fait une PMA, une FIV ou autre, on va déclencher l'ovulation avec de l'HCG, donc de l'eau vitrelle. Le but, c'est après de faire un transfert frais, donc du coup de pouvoir transférer un embryon. Dans les cas de cancer, de toute façon, on ne veut pas transférer d'embryon après, on veut tout congeler, ça s'appelle un frisol. Et du coup, on fait un déclenchement décapeptile pour supprimer le risque d'hyperstimulation ovarienne. Mais après ce déclenchement décapeptile, on ne peut jamais transférer par la suite. Donc, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas forcément en PMA. Ensuite, un petit mot rapide sur l'intérêt du létrozole. Vu que le cancer il est hormonodépendant, on peut se dire que le fait que l'œstrogène il augmente pendant la stimulation, ça peut éventuellement poser un problème. Pourquoi pas faire des stimulations sous létrozole? Ça, c'est une étude publiée en 2022 sur 162 femmes qui ont été randomisées en 3 groupes et qui montrait une très large diminution du pic d'œstradiol au moment de l'ovulation, donc là où c'est le pic il est le plus important. Et donc, on avait une très franche diminution sous létrozole qui n'était pas vue ni avec le tamoxifène, ni en traitement standard, c'est-à-dire ni tamoxifène, ni létrozole. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le létrozole en France? Parce que ça n'a pas l'AMM dans cette indication-là. Donc, nous, on continue à faire des techniques standards pour la l'oncofertilité, donc sans létrozole, avec simplement la FSH et les antagonistes. Et en fait, les patientes, vous allez voir, elles n'ont pas plus de chance, enfin, elles n'ont pas plus de risque de récurrence ou de décès par la suite. Quand même une petite diapo sur la stimulation sous létrozole. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'augmentation du risque de récurrence à 5 ans. Et donc ça, c'est vrai que dans les autres pays, c'est quand même assez banal hein, de faire des stimulations avec du létrozole. Mais en France, encore une fois, ça n'a pas l'AMM. Alors, en situation néoadjuvante, concernant les possibilités de stimulation, il y a cette étude de 2020 qui montrait que les taux de survie étaient similaires entre une préservation de fertilité en néoadjuvant ou non, et même après un ajustement sur l'âge, le grade ou le stade du cancer. La sécurité du traitement, ici on peut voir qu'il n'y a pas d'augmentation du risque de récurrence, et encore une fois, le risque de récurrence, il paraît même plus faible, mais encore une fois, il y a un biais de sélection des patientes en bonne santé parce que les patientes chez lesquelles on propose une préservation de fertilité, ça va être celles pour lesquelles le cancer il est le moins évolué. De façon globale, le taux de survie des patientes atteintes d'un cancer du sein, il ne dépend pas de la technique de préservation, ni même d'avoir fait ou pas une PF. Donc on peut voir sur le graphe A que le fait d'avoir ou pas fait une PF, ça ne change rien à la survie des patientes. Et sur le graphe B, donc j'ai resurligné en néoadjuvant pour montrer que ça posait absolument aucun problème. Alors, maintenant, les grossesses spontanées, parce que ça, c'est une information qu'il faut absolument donner aux patientes qui consultent pour un cancer du sein. L'étude positive qui est sortie en 2024, elle montre qu'il y a un très fort taux de grossesse spontanée après un cancer du sein. Et on est donc très, très rassuré par ce taux de grossesse qui est quand même de 80% à 2 ans avant 35 ans. Le taux de grossesse après TEC, après transfert d'embryon congelé, il est de 82%. Et le taux de grossesse après FIV, il est de 68%. Cette étude, elle a été quand même menée sur 500 femmes. Et donc, c'est des résultats, nous, qu'on donne beaucoup en pratique aux femmes pour leur montrer que ce n'est pas parce qu'il y a eu un cancer du sein que ce sera plus difficile d'avoir un enfant a posteriori.
un autre papier qui est sorti en 2024 et qui résume à peu près la même chose pour dire qu'il y a 80% de grossesse spontanée après un cancer du sein. Et là, je vous ai aussi noté la réutilisation. Donc ça, c'est que parmi les patientes qui avaient préservé des ovocytes, il y a seulement eu 27% de réutilisation. Et parmi les réutilisations, il y a eu pardon, il y a eu seulement 8 naissances vivantes, soit 12% de la totalité des naissances. Donc en fait, il y a eu beaucoup plus de grossesses spontanées finalement que de grossesses issues des ovocytes préservés. En conclusion, c'est très important de dire aux patientes que les chances de grossesse spontanée, elles sont importantes. Euh, on a tendance à proposer une autoconservation pour toutes les patientes avant 38 ans, même en néoadjuvant, après évidemment accord des oncologues, euh, même si elles ont des récepteurs hormonaux positifs, même si c'est un triple négatif ou bien un HER2 positif, on propose quand même, nous, tout le temps une autoconservation. Et même s'il n'y a pas de chimiothérapie qui est prévue, parce que ça délaye quand même le projet de grossesse de minimum 2 ans. Il semble n'y avoir pas de place pour la CTO. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vu que les chimiothérapies, elles sont peu gonadotoxiques, c'est vrai que comparé à certains autres cancers, comme les leucémies ou autres, où les traitements vont être très aplasiants et très gonadotoxiques, on propose de la CTO. Là, pour le cancer du sein, c'est pas forcément il n'y a pas forcément de place pour la CTO, pour la chirurgie. Et ensuite, la place du létrozole, elle est encore très largement débattue et pas autorisée en France. Mais c'est vrai que intellectuellement, on se dit que ça pourrait quand même être une bonne idée. Et sachant que les études dans le reste du monde, elles montrent que les stimulations, elles marchent très bien avec le létrozole et que le pic d'ostradiol, il diminue bien. Euh, pour finir, je voulais vous montrer donc le réseau Oncopaca Corse. Ça, c'est une plateforme régionale qui permet à tout le monde de prendre un rendez-vous dans les 3 jours. Donc, c'est un rendez-vous d'oncofertilité avec des médecins surspécialisés qui sont uniquement dans notre centre dans les 3 jours ouvrés. Et ensuite, on fait aussi des e-meetings interrégionales pour les cas complexes, pour discuter en fait de est-ce qu'on peut préserver et comment est-ce qu'on peut préserver ces patientes. Et voilà. Du coup, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, merci beaucoup de cette très intéressante communication. Merci. J'ai une ou deux questions. J'étais un peu étonné pour le CTO. J'étais la semaine dernière à Londres et j'entendais Andersen, que vous devez connaître, vient du Danemark, qui fait qui est un peu le champion de la conservation du tissu ovarien, qui était beaucoup plus positif dans le cancer du sein en disant de ne prélever en fait qu'un ovaire, bien sûr. Donc ça, c'était la première question. Est-ce que c'est pas quand même une option valable? Et deuxièmement, en ce qui concerne les grossesses spontanées, est-ce que vous exigez un temps de latence entre la fin du traitement et la grossesse spontanée? C'est-à-dire, est-ce que vous allez proposer une contraception un certain temps ou est-ce qu'en fait, c'est tout à fait libre? Du coup, pour votre première question, je sais que la place de la CTO, elle est vraiment très, très largement débattue. Dans tous les cas, on ne peut pas vraiment faire de CTO après 35 ans parce qu'il n'y a pas de naissances vivantes qui ont été rapportées. Donc, dans tous les cas, c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément. Si jamais la patiente, elle a une réserve ovarienne qui est basse, ça ne sert pas non plus à grand-chose de faire une CTO parce que ça veut dire que ça ne va pas marcher. Et en fait, encore une fois, vu qu'il y a des très bonnes chances de grossesse spontanée et que finalement, ce qui est attendu aussi de la CTO, bah, c'est quand même d'avoir une IOP beaucoup plus tôt que juste sur les traitements gonadotoxiques finalement, même si la patiente elle a une grosse chimiothérapie. Bon, de toute façon, la chimiothérapie, elle change pas trop. Enfin, les protocoles de chimiothérapie dans le cancer du sein, ça change pas trop. En fait, ils sont vraiment très peu gonadotoxiques. Il n'y a que 2 à 8% d'IOP, comme je vous ai expliqué. En fait, l'IOP, ça pose quand même des vrais problèmes, pas que sur le côté fertilité. Donc, je suis d'accord qu'au niveau de la fertilité pure, ça peut en effet être une discussion de demander une CTO chez une patiente, par exemple, qui a 25 ans, où on est dans l'urgence absolue et on ne peut pas du tout prendre les 12 jours de traitement pour faire une stimulation. C'est vrai que ça pourrait être éventuellement un questionnement, mais en fait, les risques d'IOP après et les conséquences de l'IOP,
Maintenant, on le sait, c'est vraiment très important sur la vie de la patiente, pas que sur le fait d'avoir une grossesse ou pas. Et en fait, c'est des patientes qui pourront pas avoir de traitement hormonal substitutif dans tous les cas, même si c'est des triples négatifs, on ne pourra pas leur mettre de traitement hormonal substitutif. Et donc, ça fait que bah, ces patientes-là, elles sont vraiment très largement à risque d'ostéoporose ou d'anomalies au niveau des vaisseaux. Et donc, bah, du coup, c'est quelque chose que nous, on ne propose pas forcément. La deuxième raison pour laquelle on ne propose pas forcément de CTO, c'est pour les mutations BRCA. Parce que quand les patientes, par exemple, elles ont un triple négatif très très important et il faut absolument faire bah, une chirurgie dans l'urgence, enfin une chimiothérapie dans l'urgence et on n'a pas les 15 jours de stimulation qui sont possibles, bah, en fait ces patientes-là, on ne sait pas si elles sont mutées BRCA ou pas, on va le savoir que dans un an. Et si jamais on leur a pas fait de vitrification ovocytaire, ces patientes-là, elles pourront jamais faire de DPI. Alors que si on leur a fait une congélation ovocytaire, si par exemple on a congelé 20 ovocytes, ça veut dire que ces 20 ovocytes-là, on va pouvoir faire du DPI dessus et avoir des embryons sans mutation. Alors que si on a fait un cortex, quand on va lui remettre bah, le cortex, quand on va lui faire la chirurgie de réintroduction, bah, en fait, on ne pourra jamais savoir si bah, c'est des ovocytes qui sont bons ou pas, entre guillemets, vu que bah, en fait, elle va ovuler normalement. Le but de la CTO, c'est d'avoir une grossesse spontanée, hein, c'est pas du tout de faire de la FIV, parce que c'est des ovaires qui répondent pas bien en FIV, c'est des ovaires qu'on peut pas ponctionner, parce que du coup, ils sont mis un peu bah, juste dans la logette ovarienne. Donc en fait, c'est le but de la CTO, c'est une grossesse spontanée. Et c'est dommage d'avoir une grossesse spontanée chez les patientes qui auraient voulu faire un DPI, en fait dans le cadre de la mutation BRCA. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, oui, tout à fait. Et pour la Yes, grossesse super. spontanée? Et le délai pour la grossesse spontanée? Et le délai pour la grossesse spontanée, c'est minimum 2 ans, mis à part D'accord. si les patientes, elles ont une contre-indication de l'oncologue, mais la plupart du temps, c'est 2 ans. Donc nous, on voit des patientes jeunes qui sont sous tamoxifène quand elles ont une hormonothérapie. On ne peut pas de suite avoir une grossesse après le tamoxifène. On est obligé de faire un switch pour des anti-aromatases, donc l'étrozole plus agoniste de la GnRH pendant 9 mois. Et après, on peut leur dire d'avoir une grossesse spontanée. Mais on ne peut pas passer du tamoxifène à la grossesse spontanée, ou alors il faut qu'elles aient une contraception pendant 9 mois. En fait, du coup, c'est 9 mois où ça sert à rien de ne pas être couvert par le traitement hormonal. Et donc, du coup, on les passe directement sous l'étrozole, enfin anti-aromatase et agoniste de la GnRH. Et, et voilà, je pense que c'était ça ma D'accord. réponse. Notre présidente a une question, je crois. Oui, Carole, tu voulais oui, intervenir? je voulais vous féliciter votre formidable équipe de Marseille, hein. Vous êtes extrêmement connue en France et bravo pour vos travaux. J'avais deux petites questions. Est-ce que vous contre-indiquez complètement les femmes métastatiques? C'est pas nous qui contre-indiquons, mais c'est vrai que Oui. les oncologues y contre-indiquent. Moi, j'ai jamais vu de stimulation chez une patiente qui était métastatique. Ouais. Même une oligométastase Non, avec les franchement, j'ai traitements jamais vu. nouveaux. Mm, non. Et sinon, est-ce que vous avez des particularités en dehors de celles que vous avez déjà évoquées pour les femmes qui ont des mutations de susceptibilité au cancer du sein, au-delà de BRCA1 ou 2, les autres gènes de susceptibilité? Non, il y a pas de particularité dans la prise en charge, dans la stimulation de la préservation de fertilité. Après, les particularités, bah, c'est dans le suivi gynéco finalement de ces patientes-là qui doivent bah, avoir une ovariectomie après à 40 ans. Mais sinon, dans la préservation de fertilité, il n'y a pas de particularité, mis à part de leur proposer vraiment une congélation ovocytaire, parce qu'avec ces ovocytes-là, elles vont avoir le choix de faire du DPI plus tard. Toutes les patientes ne veulent pas forcément faire du DPI, hein, parce que pour la mutation BRCA1 ou 2, il y a certaines patientes qui se disent que c'est pas si grave et que du coup, c'est leur choix, elles ne veulent pas faire de DPI. Mais si on part de suite sur du cortex et qu'on ne fait pas de vitrification, bah, on ne leur laisse pas le choix plus tard de faire du DPI, sachant que bah, à distance, peut-être que la réserve elle sera diminuée, soit par l'effet gonadotoxique des chimiothérapies, soit parce que bah, l'âge a passé, quoi, et donc du coup, bah, forcément, elles ont la réserve qui diminue en même temps que leur âge augmente, et dans ce cas-là, bah, on ne peut pas non plus récupérer beaucoup d'ovocytes, parce que pour faire du DPI, il faut au moins 20 ovocytes. Si on a 3 ovocytes pour faire du DPI, ça ne sert à rien, elles ne vont même pas être prises en charge dans les centres. Et nous comprenons, hein, que certaines femmes refusent le DPI. Oui, tout à fait. Mm, tout à fait. En tous les cas, bravo, hein, c'était un sujet qui était difficile et bravo à toute l'équipe de Marseille, on les apprécie beaucoup. Je ferai passer le mot au professeur Courbière. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais je crois que tu veux conclure, Hubert?
Bon, je te laisse conclure. Bah, écoutez, merci à l'ensemble des participants et des orateurs. Merci à ceux qui étaient à distance. Et puis, on vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle aventure qui est sur Communication libre. communication libre. Alors, c'est toujours très intéressant et en général très suivi. Donc, merci à tout le monde et bon retour à ceux qui viennent de loin.